Bon, nouvel épisode pour changer. Oui, pour changer, Attends, on va rebondir sur un épisode qu'on a déjà fait et que que vous... je vous mets dans le i. Je sais pas où, mais le fou. La technologie, j'adore. Donc on va rebondir sur l'épisode qu'on avait fait sur la maison de couture et de prêt-à Dior. Dior. Puisque aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler de son créateur, aka Christian, parce que voilà, c'est un personnage important de la mode Ouais. dont il faut parler pour aussi à la fois mieux comprendre la maison dont on a parlé et aussi aujourd'hui comment est-ce que ça a évolué, qui c'était, enfin Puis voir à quel point l'héritage a été détruit aussi. en partie effectivement. En tout cas, on s'était dit que ça pouvait être cool pour vous. De toute façon, on a prévu de faire plein de petits épisodes comme ça. On vous présente des personnages de la mode. Emblématique. Il y en a un du personnage, hein. Ah là là! On espère que ça va vous plaire, Ouais. cette petite review sur Christian Dior. Exact. Et puis je sais pas, t'as quelque chose à dire avant qu'on commence? Non. On n'a pas trop aimé, enfin on n'a pas été emballé par le travail de Anderson. Non, pas Euh, fou, pas fou. Voilà. Bon, Bon après c'est après, sa première co, c'était exactement. homme. Et Bon, puis passer après Kim Jones, pas non plus très compliqué. Donc voilà. voilà. Mais on attend de voir ce qu'il va donner par la suite et notamment en Haute couture. couture. On commence du coup? Bah ouais. Donc il est né le 21 janvier 1905. 5 à Granville en Ouais, Normandie. C'était un petit Normand. un petit Il Normand, mangeait des ouais. petits palais. Vous êtes de Normandie, vous? Vous venez? Ouais, dites-nous d'où vous venez dans les commentaires. C'est quoi votre zone géographique? Est-ce que vous venez de chez Dior ou pas? En France ou pas en France d'ailleurs. Ouais. Donc il naît dans une famille bourgeoise. Oui, assez aisé. Voilà, on va pas se le cacher, une famille Mhm. bourgeoise d'entrepreneurs. Son père, C'est Dior. Alexandre Louis Maurice Dior, qui dirige une usine Ouais. d'engrais et de produits chimiques fondée en 1832. Il n'y a pas d'une petite famille pauvre de la Oui, campagne. non. Voilà, ne vous imaginez pas ça. C'était quelqu'un qui avait quand même Oui, ils ont un des manoir, possibilités, quoi. ils ont Voilà. tout ça. D'ailleurs, le manoir est visible, on peut le visiter Mm. aujourd'hui encore. Enfin voilà, On va en c'est... reparler, mais oui, voilà. Voilà. Il ne vient pas de nulle part, le petit Christian. Voilà. Donc on est dans une famille qui a une prospérité financière assez Ouais. importante et c'est notamment ce qui va aider Christian à développer sa culture Mm. et arriver là où il en est arrivé, il en même est, s'il a travaillé bien évidemment, on remet pas ça en question, mais disons qu'il ne part pas de Part. nulle part et de zéro Voilà. quoi, comme le précédent épisode qu'on vous a fait sur Anna Wintour, lui non plus Ne ne vient part pas de pas. nulle part. Voilà. Sa mère, Ouais. Marie-Madeleine, Mhm. elle est passionnée de botanique et d'art des jardins. Ce qui va l'influencer, évidemment. Voilà, ça va être hyper important pour la carrière Un de peu à la Christian Jacques Mus. Dior. Et voilà, en fait, l'héritier de Dior, c'est Jacques Mus. Pas du tout. Donc sa mère très très passionnée par les fleurs. C'est très Ouais. marrant ce truc. Je pense qu'on fera un épisode dessus. Mais les couturiers et les fleurs. Mais Il y a kiffent un trop. truc, Il y a un il y truc a un de truc fou, avec hein. les fleurs. Ils Ouais. sont leur côté gay à tous. Ouais, franchement, c'est leur côté un peu Elle, théière. Christian grandit dans la villa des Rums. Je sais pas comment on prononce, guys. Sorry. Rums. Bon, on n'est pas anglais. Enfin, Ouais, ici, non, quoi. franchement, Enfin, ça c'est y pas est. notre Enfin, je veux culture. dire, Mais voilà, il grandit dans une villa, ce qui vous laisse déjà supposer l'aisance. Elle est donc sur une falaise Ouais. face à la Manche. Très Voilà. belle villa. Donc c'est une maison qui est entourée d'un grand jardin, puisqu'on le disait, sa mère adore La botanique. la botanique, les plantes, les fleurs et compagnie. Ce jardin, on en parle parce qu'il est extrêmement important pour la vie de Christian Dior et aussi pour la marque d'ailleurs, puisque c'est là où il va avoir ses premiers éveils artistiques, notamment avec l'aide de sa mère qui était une personne extrêmement créative. Jardin extrêmement important, maison très importante. C'est un véritable havre De de paix. paix. On a beaucoup de fleurs, de parfums. On préchote Très important ce qui pour, va arriver après. Dior. Le jardin est conçu avec sa mère de 1906 à 1930. Mhm. Tous les deux, ils vont gérer le jardin. Bon, sa mère en tant que... Un peu sa mère en tant que directrice artistique et En lui fait, en au tant que final, petite c'est main. ça. Voilà. C'est ça. C'est le début de la couture pour Dior, mais avec les plantes. Donc c'est un véritable laboratoire d'inspiration. Il y a une roseraie, une pergola, des massifs fleuris et bien évidemment la vue sur la mer qui est aussi très importante pour le jardin. Ce qui est important aussi, c'est la capacité de sa mère à ne pas se résigner, puisqu'il faut savoir que l'endroit où est la maison n'est pas du tout propice à ce fleurissement, à tout cet épanouissement de la nature. Mais ta mère a quand même réussi à faire pousser et à maintenir la présence de roses dans ces jardins-là. Le jardin de la villa est ouvert au public depuis 1938, donc il est visitable et c'est devenu un musée à partir de Ouais. 1997. On ira un jour, peut-être qu'on vous embarquera avec nous. Si Et, vous nous entendez, le musée Dior, si jamais. Hi. Ça permet une plongée dans l'univers de Christian Dior que d'aller dans ce musée et de comprendre aussi dans quel environnement il a grandi. En tout cas, c'est à Granville, on voit véritablement là
là, toute la maison Dior prend ses racines. C'est vraiment dans son enfance. C'est vraiment comme Jacquemus avec sa mère. Autre chose aussi qui est extrêmement importante, c'est les décors asiatiques. On a beaucoup d'objets panneaux japonisants qui sont extrêmement marquants et importants dans l'imaginaire Christian Dior, qui ont notamment été extrêmement exacerbés par John Galliano dans certaines collections. Il y en a qui pensent que complètement en dehors de l'univers de Dior. Pas du tout. Je connais la John excessive. Ouais, mes cheveux. Si jamais Dyson, vous nous voyez. Petite anecdote. Christian Dior surnommait cette villa sa chapelle Sixtine. Il adorait en fait se mettre dans son bain. Il allait dedans et d'ailleurs on le voit dans ses carnets parce que ses carnets sont totalement humides. Parce qu'il Ouais, dessinait, il dessinait ses tenues, tout dedans, il imaginait tout dans son bain. Autre chose, il est le deuxième frère d'une fratrie de 5 enfants, dont sa sœur Catherine, dont on reparlera. Il est dans une vie bourgeoise, Confortable. entouré de domestiques, c'est confortable. Il a une bonne enfance quoi. Autre anecdote, pendant son enfance, avant d'être couturier et compagnie, il rêvait de devenir architecte. Ça explique aussi tout son travail autour de l'architecture vestimentaire, dont on reparlera. Ça me fait penser à Brèche et ses ponts. C'est très marrant de voir à quel point dans la mode, beaucoup n'ont pas commencé à vouloir faire de la mode. À son adolescence, Dior s'installe à Paris, dans le 16e. Christian, avant, sous la pression de son père, poursuit des études de sciences politiques. Son père voulait le voir embrasser une carrière de diplomate. J'avais envie de dire raté, mais en même temps, pas tant que ça, parce que la mode, c'est aussi beaucoup de diplomatie, de relations. Dans les années 20, il fréquente tous les milieux artistiques et il va ouvrir une galerie d'art où il accueillera, t'en parlais, Cocteau, Giacometti et compagnie. Exactement. Enfin, l'avant-garde de cette époque-là. 1929, grosse crise, tout ferme, Dior fait faillite. Enfin, la famille fait faillite. La fortune familiale s'effondre. Exactement, donc plus rien, c'est très compliqué pour eux. Il va être contraint de vendre tous ses meubles, tout ce qui leur appartient tout simplement. Avec cette crise, on a aussi la villa qui est vendue en 1932. À ce même moment, c'est vraiment le sort s'acharne sur les Dior à ce moment-là, puisque la mère de Christian Dior meurt à peu près à cette période-là aussi. Ce qui laisse un grand vide. Il est entre guillemets livré un peu à lui-même et il va commencer en fait à vendre des dessins de fleurs et un peu de mode. Il va tenter tant bien que mal avec son talent d'essayer de se refaire un peu d'argent parce qu'il vendait ça pour quelques francs. Il va collaborer avec plusieurs magazines féminins. En fait, il se retrouve seul à Paris, mais il faut le rappeler, il avait, vous savez, on l'a dit, mais il avait ouvert cette galerie d'art, ce qui lui a permis de créer un réseau d'amis artistes. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se faire introduire dans plein d'endroits parce que ses dessins étaient reconnus comme étant beaux. Et donc c'est pour ça qu'il a réussi à se faire mettre auprès des magazines et tout. Bon, c'est de par son réseau et pas que des gens de la mode. C'est important d'avoir un réseau aussi extrêmement artistique. Exactement. Du coup, il a vendu des dessins pour Le Figaro, Femina ou encore Marie-Claire. Donc c'était pas non plus des petits journaux, donc il avait des bons contacts. Il commence d'abord avec les chapeaux d'ailleurs. Les chapeaux très importants pour Dior. Et après, il va vendre des robes à des modistes. Exactement. Pour pouvoir survivre. En fait, c'est surtout, il va vraiment développer la silhouette féminine sur cette période-là, puisque il a que ça en fait. C'est son métier. C'est son métier. Car aujourd'hui, être moi, c'est un métier. Il va vraiment avoir un détail graphique et c'est ça qui va le faire entre guillemets percer, puisqu'il a vraiment un souci du détail. On vous affiche des croquis de Christian juste là. Il est encouragé par l'acteur Jean Ozen à commencer à vendre ses croquis auprès de Claude Saint-Cyr, Madame Agnès. En 1935, il est embauché comme illustrateur par Le Figaro, où il rencontre René Gros, qui deviendra un de ses amis et un de ses grands collaborateurs. Et il propose aussi ses dessins à des grandes marques comme Nina Ricci ou Schiaparelli, tout en créant des costumes pour le cinéma. Donc il commence déjà à avoir un pas dans la mode, en habillant notamment Odette Joyeux. Et en 1937, il va être repéré en tant que modéliste par Robert Piguet. Bon, en 37 ou en 38 37-38. Voilà. Rencontre Piguet, oui, effectivement. Exactement. Donc un grand nom de la couture parisienne. Et donc c'est chez Piguet que du coup Dior va commencer à créer ses robes. Enfin, c'est chez lui qu'il va vraiment pouvoir commencer à créer. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'il va apprendre véritablement la rigueur du métier. Et c'est là qu'il va vraiment faire ses premiers vrais pas dans la mode. Et il va vraiment être très remarqué pour ses lignes qui étaient très fines et raffinées. Il fait notamment un tailleur en pied de poule qui est très remarqué. Premier travail assez important. Et notamment dans les ateliers de Piguet. Il rencontre Pierre Balmain, puisque Pierre Balmain travaillait aussi avec lui. Là-bas. Pierre Balmain qui va être un grand nom aussi par la suite. Ces deux-là se retrouvent dans les ateliers. Exactement. D'ailleurs, il y a 3 créations chez Piguet qui vont être très remarquables. On va avoir le café anglais. Avec une jupe ample qui est un prémisse du New Look. Exactement. Dior dit d'ailleurs à propos de Robert Piguet, je cite, Robert Piguet m'a appris la vertu de la simplicité par laquelle l'élégance véritable doit toujours se manifester. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui a marqué sa carrière. Déjà parce que c'est le premier à l'avoir pris et aussi parce que c'est
lui qui l'a formé Qui l'a façonné un peu, en ouais. premier lieu. Alors après, on va voir qu'il y a d'autres personnages qui vont Oui. aussi former. Genre, Robert a été extrêmement important pour lui. Mm. Mais grosse Gros problème. perturbation pour notre petit Christian. La Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé sur le front, puis démobilisé, et il rejoint sa famille réfugiée dans le sud de la France. Sa sœur Catherine, dont on vous parlait au début, qui est un personnage important de la vie de Christian Dior, elle s'engage dans la résistance Ouais. assez tôt. Et elle sera arrêtée et déportée. Et ça va profondément marquer Dior. Et il va rejoindre justement du coup la résistance pour pouvoir sauver sa sœur. Ouais. Puisqu'il grandit dans une famille qui est assez unie, en tout cas la fratrie est très unie, ça le bouleverse véritablement. Elle est arrêtée en 44, Catherine, et elle est envoyée au camp de Ravensbrück. Et ça va créer beaucoup de peur et d'angoisse chez Christian Dior, qui ne savait pas s'il allait la revoir un jour. Et d'ailleurs, pendant toute cette période-là, il ne travaillait plus chez Piget, il travaillait chez Lelong. Oui, parce qu'en 42, il quitte le sud de la France, il revient sur Paris et il rentre chez Lelong, une des plus grosses maisons de couture à l'époque. À cette époque-là, ouais. Et qui d'ailleurs était aussi, il y a un débat là-dessus, mais qui faisait quand même partie de la résistance. Il travaille encore avec Pierre Balmain, puisque Pierre Balmain se retrouve aussi chez Lelong. Et ils doivent composer avec les pénuries de tissus, qui sont assez forte à cette époque-là. Donc ça montre déjà cette capacité à devoir s'adapter à son époque et aux possibilités. Donc ça les a stimulés créativement. Malgré les restrictions de l'occupation, ils ont réussi à créer des vêtements avec très peu de tissus, soit qu'ils recyclent, qu'ils rapiècent, ils innovent dans les tissus. Enfin, ça a été un moment assez important et on l'avait dit dans une vidéo précédente. Ils ont eu cette obligation de rénover la manière de penser le vêtement. D'ailleurs, ils ont eu une chance. Lelong n'avait pas sa langue dans sa poche et il était à la tête de la chambre syndicale de la haute couture et il a imposé que la mode reste à Paris. Chez Piaget et Lelong, Dior développe véritablement sa vision, rêve d'une mode qui redonne aux femmes leur grâce, leur élégance après toutes ces années d'austérité de la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'inspire de l'art qu'il a beaucoup côtoyé et de la nature qu'il a côtoyé comme étant enfant. Donc vous voyez, c'est véritablement un processus sur le long terme que les créations de Christian Dior. Il commence à penser la robe comme phénomène architectural, pas comme juste un vêtement qui habille le corps. Il va travailler les structures, les lignes, les silhouettes. Petite anecdote, il disait d'ailleurs qu'il construisait ses robes comme un architecte pouvait construire des bâtiments. Et c'est une idée qui est directement héritée du métier qu'il voulait faire quand il était enfant. Comme j'ai dit donc juste avant, il y avait Lelong qui était à la tête de la chambre syndicale, qui était appuyé du coup aussi donc forcément par Christian, mais aussi par Nina Ricci et Jean Patou qui ont forcé aussi le truc. Je l'ai dit, ils ont été obligés de concevoir certaines robes aux femmes et ça va quelque part réussir à continuer à Christian d'apprendre sur le corps des femmes. On a notamment des journalistes qui ont écrit, notamment Dana Thomas. Journaliste très célèbre dans la mode. Exactement. Elle a notamment écrit Dieu et roi sur Galliano et McQueen. Exactement. C'était dans Le Pingouin en 2007 et elle a écrit, je prends mes notes, ce n'est pas malgré la guerre que Dior est devenu Dior, mais c'est à cause d'elle. Ça montre à quel point c'est un passage extrêmement important pour lui et c'est marrant parce que il devient couturier à son nom extrêmement tard, je crois que c'est à une cinquantaine d'années, comme ça, si je dis pas de bêtises, et il va le rester très peu d'ailleurs puisqu'il meurt assez tôt dans sa carrière entre guillemets. Toutes ces étapes, donc passer de le jardin fleuri de sa mère aux galeries d'art, aux premiers dessins, à la guerre, avec les premiers débuts dans la mode, il y a vraiment un processus évolutif qui est assez important dans sa carrière et il s'est servi, une fois qu'il est arrivé en haut, il s'est servi de chacune de ces étapes et il a rendu hommage à chaque étape. C'est des choses qu'il a conservées, ça a véritablement marqué à la fois sa personne mais aussi son travail pour montrer à quel point les processus créatifs des couturiers sont souvent extrêmement marqués par leur histoire personnelle. Ça a été à la une certaine école en fait, toutes ces épreuves de vie et surtout une naissance artistique. Fin de la guerre. Ouais, fin de la guerre. 1946, on en avait parlé dans la vidéo sur la maison, mais on va remettre là parce que c'est aussi un moment important pour Christian. La rencontre avec l'industriel Marcel Boussac qui cherche à redonner du mou à la haute couture française et qui donc propose à Dior d'ouvrir sa maison au 30 avenue Montaigne. Il va y avoir une entreprise entre les deux. Dior pose des conditions. Il veut sa liberté artistique totale, une équipe qu'il choisit lui, une vision claire de la mode à venir. Le seul truc qu'il n'a pas choisi, c'était le 30 avenue Montaigne. Il voulait pas que ce soit là-bas, il avait trouvé autre chose. Il s'entoure de personnages clés, des femmes. Il s'entourait beaucoup de femmes. Je pense aussi en référence à sa sœur et à sa mère qui lui ont beaucoup appris. Et on en avait déjà parlé, mais on va les reciter. Raymonde Zeinecker, qui est son
adjointe, Marguerite Carré, la directrice technique, Mitza Bricard, qui est directrice de la chapellerie, Suzanne Lulling, qui est la directrice des salons. Cette équipe avait été surnommée par le photographe Cecil Beaton, Dior et les trois destinées. Destiny Child. Ça renvoie un petit peu à tout l'imaginaire mythologique autour des sœurs du destin, les sœurs de la destinée, tout ça, tisseuses. Donc voilà, très intéressant, surtout, on en parlera après, mais surtout quand on connaît la superstition de Dior et tout ce truc autour du mysticisme et de la cartomancie, la voyance et compagnie. C'est des femmes qui vont jouer un rôle fondamental dans l'essor et dans l'installation de Christian Dior. D'ailleurs, bien évidemment, son travail pendant cette période-là va être très salué et aussi critiqué, bien évidemment, notamment par la Coco Chanel qui détestait son travail et qui disait qu'il n'habillait pas les femmes et qu'il les tapissait. Alors forcément, on va en reparler, mais parce que c'est un moment charnière dans la vie de Christian Dior, mais le 12 février 1947, Dior présente sa première collection haute couture, puisqu'on le rappelle, le prêt-à-porter n'existe pas à ce moment-là, on ne parle que de haute couture, baptisée Corolle en 8, et donc ça marque une rupture radicale avec l'austérité d'après-guerre, puisque Dior propose des silhouettes ultra féminines, avec une taille très marquée, des épaules très arrondies, une poitrine qui est haute, des jupes longues et volumineuses. C'est là que naît le fameux modèle emblématique du tailleur bar, qui incarne cette nouvelle esthétique. Comme l'a désigné Carmel Shaw, qui est la rédactrice en chef de Harper's Bazaar, c'est la création du New Look. D'ailleurs, petite anecdote sur le tailleur bar, la fameuse veste, pièce iconique du New Look et pièce très importante dans le vestiaire de la maison Dior, a failli ne jamais voir le jour, puisque donc les basques, donc c'est la partie évasée au niveau de la taille, tombaient complètement à plat sur les mannequins, donc ça ne donnait pas du tout le volume qui était espéré par le courrier. Et c'est Pierre Cardin qui a réussi, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur ce fameux New Look, c'est Pierre Cardin qui a réussi à remettre en forme ces basques. Collabo, mais voilà. talentueux. Et il a été chercher du coton chirurgical à la pharmacie pour le plier à l'intérieur et créer ces structures un peu gonflantes. D'ailleurs, c'est marrant de voir, enfin de parler du tailleur bar avec ces trucs, avec justement le truc de pharmacie, machin. Parce que, et le truc qui s'affaisse, parce que justement, là, la dernière collection avec Anderson, il a foutu le tailleur bar sur des hommes, pour le coup. Elle s'affaisse, justement, sur le truc. Est-ce que c'est prendre du coton? Non, mais est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Bon, ça, on n'est pas dans la tête d'Anderson et j'ai pas envie d'y être, mais voilà, il y a ce truc qui revient quand même, enfin qui est revenu enfin. Le New Look, un impact assez important. Le New Look, même nous, on n'en peut plus. Mais pour la mode, c'est important. Qui a beaucoup marqué, c'est l'utilisation d'énormément de tissus. Après un moment où on a une répression autour du tissu, où c'est extrêmement serré. Là, Dior va utiliser énormément de tissus pour ses créations, notamment pour le New Look, puisque on doit arrondir les formes, donc ça demande beaucoup de tissu, là où avant on allait au strict minimum. Et donc on retrouve des silhouettes extrêmement raffinées, luxueuses, qui avaient disparu pendant la guerre. Et c'est ce qui permet à Paris de reprendre sa place de capitale de la mode. Oui, parce que c'était les Américains, enfin les États-Uniens, qui avaient repris, entre guillemets, la relève de Paris. De la mode durant cette période-là, Et d'ailleurs, petit fun fact pour les trucs, pendant cette période-là, les États-Unis débarquent en avion pour pouvoir venir sur Paris et voir directement les créations de Dior à Paris, parce qu'ils avaient compris que eux, ça n'allait pas fonctionner, et ils se sont dit, bon, on va aller voir réellement ce qui s'y passe. Oui. Et d'ailleurs, anecdote, mais le premier défilé de Christian Dior, il était interdit de prendre des photos ou de faire des dessins. On pouvait juste prendre des notes manuscrites, mais il avait trop peur que ses créations fuitent. Et donc, du coup, il avait interdit quiconque. Bon, je pense aussi que vous l'aviez compris, mais Dior était très, très superstitieux. À chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, il allait voir une cartomancière, il allait voir des médiums, il allait voir un tas de personnes. Mais sa cartomancière, c'était sa cartomancière. Il adorait aller la voir. C'était un homme qui était très discret, très timide et introverti. Mais c'est vrai qu'il était passionné par tous ces trucs d'astrologie, de cartomancie. Exactement. Et d'ailleurs, sa cartomancienne s'appelle Madame Delahaye. En fait, il a un rapport assez obsessionnel à la chance et au destin. Ouais. Et d'ailleurs, toutes ces cartomancières, toutes ces voyants, tous les gens qu'il allait voir disaient qu'il avait un grand destin entre les mains et qu'il fallait absolument qu'il joue ses cartes. Il a bien réussi. Oui, je pense. Ça, c'est peut-être le destin. Sa première rencontre avec une voyante, c'est à l'âge de 14 ans. Elle lui prédit qu'il connaîtra la pauvreté, mais qu'il réussira grâce aux femmes. Donc, vous pouvez le constater, ça n'a pas loupé. Ça s'est avéré extrêmement prophétique. Et c'est notamment aussi pour ça qu'il s'entourait de beaucoup de femmes, parce qu'il y avait eu cette prédiction
qui avait été faite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il va aussi aller consulter des voyantes pour connaître le sort de sa sœur, qui lui prédisent un retour sain et sauf de sa sœur, ce qui se réalise. Il avait vraiment belle chance celui-là. Tu le disais, Madame Delahaye, sa voyante attitrée. On a aussi Madame Faultrier qui l'aide à prendre des décisions majeures dans sa carrière. Un autre exemple d'une des consultations qui est assez célèbre, c'est que avant de fonder sa maison, George reçoit trois propositions de trois personnes différentes et sa voyante lui conseille de refuser les deux premières puisqu'elle avertit que ce sont de mauvaises propositions qui ne font que lui causer du tort. C'est ce qu'il fait, puisque la troisième qui lui a été faite est celle de Marcel Boussac, qui financera la création de Dior. Donc c'est pour vous montrer à quel point il avait une obsession avec le destin. Peut-être que si vous allez voir une voyante, vous aurez aussi autant de chance que Christian et vous ouvrirez une maison de couture. On va peut-être le faire. Il y avait énormément de signes, De superstitions, de machin, dissimule et qu'il a continué de dissimuler d'ailleurs dans ses robes, dans les poches, dans des trucs, mais des trucs que vous voyez pas vous, mais que lui il va voir. Genre vous voyez, même les couturières, je pense qu'elles savaient même pas ce qu'elles foutaient là parfois. Mais on avait des fers à cheval qui étaient accrochés par exemple à une porte. Je me demandais pourquoi elle était là. Le quatre feuilles, bien C'est évidemment. ça, les branches de muguet, pardon. Les morceaux de bois. Exactement. Le muguet qui était glissé dans les plis des manches, dans les plis des pantalons, dans les plis. Enfin, bon, bref, il en foutait partout, quoi. Et le plus mythique Oui. pour Dior, l'étoile. Mhm. Une étoile qu'il a trouvée Ouais, en fait, il a trébuché dessus. par terre, sur le sol, lors de... En fait, il y a plusieurs... Devant son atelier. En fait, il y en a une qui serait devant son atelier, il y en a une où c'est quand il allait vers Avenue Montaigne qu'il a trébuché dessus. Il y en a une autre aussi où il l'aurait trouvé sur une étagère. Enfin, il y a plusieurs En trucs. tout cas, l'étoile très importante. D'ailleurs, elle est accrochée. On la retrouve souvent sur les dust bags. Enfin, très présente l'étoile chez Dior. Exactement. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là que ça se passe. Et c'est à cause du côté superstitieux de Christian Dior. Exactement. Alors, il n'y a pas d'histoire officielle sur tous ces trucs-là, tout simplement pour garder un peu le mythe. Le mystère, la magie, finalement. Donc, tout n'est pas révélé. Et d'ailleurs, tous ces petits objets, ces petits machins, ragots de couloir. Exactement. Voilà, on fait attention aussi. Enfin, voilà, on n'est pas dans Silent Hill non plus. On va pas... J'ai des frissons. Il tirait aussi, la Légion Dragon qui tirait beaucoup les cartes entre deux défilés. Autre obsession, le chiffre 8. Ouais, tout le temps. Première collection baptisée Corolle, maison installée dans le 8e arrondissement, atelier réparti sur 8 étages. Donc on a une vraie obsession du 8. Je trouve qu'il a un peu disparu. Le 8, on le voit plus. Ou alors c'est peut-être moi qui fais pas attention aussi. Bah moi je le vois pas en tout cas. Mais voilà, en tout cas dites-nous si vous voyez encore ces petits détails dans les collections de genre. Mais c'est vrai que le 8... Je n'ai pas entendu parler récemment. Et autre chose, il baptise aussi beaucoup de ses modèles, de ces trucs un peu mystiques qu'il pratique. On a le modèle bonne étoile, le modèle cartomanciel, le modèle horoscope, et il intègre justement, tu le disais, ses porte-bonheur dans ses collections. Et alors pourquoi il les a appelés comme ça? C'est tout simplement parce qu'à chaque fois, du coup, comme on l'a dit, il allait voir toutes ces voyantes, Des cartomanciennes, des voyantes. et il disait toujours les signes ne trompent jamais. Donc en fait, à chaque fois, du coup, qu'il baptisait, on va dire, des premiers lancements, des collections, des machins, c'est parce que les signes ne mentent jamais. Voilà, c'est grâce aux signes. Exactement. Et on parle pas de l'animal. Voilà. Donc voilà, il mêle un petit peu beauté, magie, superstition. Fleurs. Et ça permettait de conjurer un petit peu ces angoisses qu'il pouvait avoir face à l'incertitude. Et ça permettait aussi d'insuffler à la mode un côté un petit peu rêve, mystère, magique du vêtement. Donc on voit que le vêtement pour Christian Dior, c'est pas que du vêtement. On a véritablement un engagement de soi dans le vêtement. À la fois pendant la guerre, on le disait, très engagé aux côtés de la résistance. Et là, dans ce côté très magique, très rêveur, qui a peut-être un peu disparu. Complètement disparu même. Autre moment très important pour la carrière de Monsieur Dior, et c'est à la même époque que le New Look puisque ça a été fait en même temps, c'est le lancement de son premier parfum, Miss Dior, qu'il dédie à sa sœur Catherine. Donc voilà, elle est partout la catoche. Donc ça devient un symbole d'élégance, de féminité, mais aussi de résistance et de force. Il voulait honorer la bravoure de sa sœur et garder vivante la mémoire de celle-ci à travers ce parfum. Quand on voit ce qu'ils en ont fait avec les pubs de Nathalie Portman, c'est vraiment une honte, mais bref. Miss Dior incarne cette dualité un petit peu, la douceur et la force, la grâce et le courage. Ça permet de montrer à quel point la famille et l'histoire avec un grand H ont façonné l'homme et le créateur. Miss Dior, c'est pas juste un
parfum, non. c'est un manifeste olfactif, si on peut utiliser ce terme-là. Et c'est un hommage justement à cette période historique et à l'engagement de sa sœur. Il veut marquer les esprits et offrir à ses créations une finishing touch. On le sait, beaucoup de créateurs après ont développé les parfums, mais parce qu'ils considéraient que ça finissait complètement l'enrobage du vêtement. Il s'inspire notamment des jardins à Granville pour les odeurs. Et le nom Miss Dior est un hommage direct à sa sœur, puisque c'était le surnom qui lui était donné. La légende raconte que c'est une des femmes qui entourait Christian, dont on a cité le prénom tout à l'heure, donc c'est Mitza Bricard, muse et proche collaboratrice du couturier, qui est spontanément proposé ce nom en voyant Catherine arriver à l'atelier le jour du lancement du parfum. Donc c'est un parfum qui est chypré, vert, à la fois sophistiqué et innovant pour l'époque. Il met, alors là je lis, mais il mêle des notes de galbanum, de jasmin, de rose et de patchouli. Selon ses propres mots, il voulait un parfum qui sente l'amour, permette de voir surgir une à une toutes les robes de son flacon. C'est un flacon qui est dessiné par Fernand Guéricala et réalisé en cristal de baccarat. Et ça reprend la silhouette en 8 chère à Dior. Elle ressemble plus du tout à ça. Oui, non. Je vais citer les propos de Christian au sujet du parfum. J'ai créé ce parfum pour habiller chaque femme d'un sillage de désir et voir toutes mes robes surgir de mon flacon. Voilà, c'est la citation que j'ai remêlée tout à l'heure, mais que je vous place là en complète. Un parfum très très important pour Dior, à la fois parce que ça rappelle sa sœur, son engagement aussi auprès de l'histoire et son enfance, bien évidemment. Évidemment, donc, avec ce parfum, on peut que parler des fleurs qu'il aimait tant. Quand dans sa jeunesse, on va pas revenir dessus, mais avec toutes ces fleurs dans les jardins, avec sa mère, avec la grande villa, le machin, tout ça, il adorait regarder les lignes des fleurs pour pouvoir ensuite les imaginer dans son bain sur les femmes, comment il pouvait faire transposer, par exemple, une tige d'une tulipe sur le corps féminin. Donc c'était vraiment ça, sa grande source d'inspiration, et surtout pour les couleurs aussi épurées soient-elles, puisque il utilisait souvent du rose très pâle, du bleu très pâle, du violet très pâle ou du blanc. Donc c'était vraiment des choses très très qui évoquaient vraiment la fleur, et c'est vraiment son délire, genre. Mais ça fait beaucoup penser à la robe haute couture qu'on connaît tous de Christian Dior, Ouais. et s'affiche immédiatement à l'écran et qui reprend un petit peu justement ces codes des fleurs. C'est comme une fleur qui pousserait sur une femme. Exactement. Et d'ailleurs, cette obsession florale va beaucoup se retrouver dans son travail, notamment dans la broderie, puisqu'il va broder énormément de fleurs. Et bien évidemment, le parfum Dior qui tient aussi son essence des fleurs. Très importante, les fleurs. Exactement. Achetez des fleurs à vos copines, guys. Ouais. Ou achetez-moi. Il va faire aussi beaucoup d'imprimés floraux, encore une fois. Des décors, des défilés pareils, avec énormément de fleurs qui coûtaient excessivement cher pour l'époque, parce que les fleurs, ça coûte cher. Olodie vous le dira. Car c'était des vraies fleurs, pas des fausses fleurs. Exactement. Parce que ici, sinon, c'est no way carton rouge. Donc c'était des vraies tulipes, c'était des vrais muguets, des vrais roses et du vrai thé aussi, parce qu'il adorait le thé. C'est vraiment l'idée, genre un petit peu des dryades de la nature qui sortiraient des bois pour défiler sur des catwalks. Exactement. Voilà. Un peu des esprits féeriques. Exactement. C'est marrant, c'est pas du tout ce que j'ai vu dans les dernières collections Dior. On a vu un ptérodactyle. Il était juste gay. Donc voilà, des fleurs qui ont disparu visiblement depuis le temps. Les fleurs sont peut-être fanées. Il faudrait peut-être les arroser, messieurs, mesdames. D'ailleurs, c'était une expression qui revenait souvent, mais les ateliers Dior étaient considérés un petit peu comme une ruche. Ouais. N'hésitez pas à revenir parfois aux origines. Pas trop non plus. Non, pas trop non plus. On ne fait pas de l'origine pour de l'origine, de l'histoire pour de l'histoire. Voilà, faut que ça dise quelque chose, faut que ça fasse quelque chose. N'hésitez pas à utiliser le coquelicot, par exemple, comme fleur. Très belle fleur, très beau symbole. Activons les fleurs, mais pas les fleurs comme ce que porte Anna Wintour, par pitié. On est fatigué, ta robe Balenciaga elle était belle, alors je te jure, mais stop. Derrière le grand couturier se cache un homme d'une grande réserve, très discret sur sa vie. C'est très compliqué de trouver des informations sur sa vie très privée. Sur sa carrière, oui, et encore que parfois il faut fouiller, mais sur sa vie privée, c'est très compliqué. Good luck. Il est complètement à l'opposé de ses créations. Il fuit les mondanités, il préfère l'intimité des jardins, compagnie de ses proches et de son amant la tranquillité de son bureau. Il est décrit comme un hypersensible anxieux. Peut-être que c'est quelqu'un de notre famille en fait. Perfectionniste, mais aussi extrêmement bienveillant. Niveau bienveillance, il y en a qui devraient prendre exemple. Vraiment.
notamment d'anciens qui ont traversé la maison Dior. John, on parle de toi. Un peu plus Plus- discret, un peu plus de bienveillance, un peu plus de gentillesse. Voilà. Grand talent comme Christian. Oui, Mais prends un totalement. petit peu exemple aussi sur d'autres points. Et d'ailleurs, il était très mal à l'aise hein, dans tous les événements bourgeois, mondains, etc. C'était Ouais. vraiment le truc qu'il détestait faire et que malheureusement il était obligé. Les obligations sociales. Les obligations sociales, c'était vraiment pas son truc. Ses créations lui permettaient d'exprimer ce qu'il ne disait pas et ce qu'il n'arrivait pas à dire. Je pense qu'il avait un gros problème avec la parole. Il avait une homosexualité très Très cachée. caché, Hein. très 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 peu de gens étaient caché. au courant. Oui, bah oui. Parce que c'était encore tabou hein, à Mm. l'époque. Oh là là, la colère de Dieu, ça va sur la France. Mais ils sont partis. Comme tu le disais, il adorait dessiner dans sa baignoire en marbre verte. Oui, Voilà. voilà. Petite précision. Excusez-nous. J'adore le vert, moi aussi, je te comprends, Christian. Mais voilà, pour lui, c'est des moments tranquilles où il pouvait se recentrer sur toi. En parlant justement de sa personnalité, il y a une grande personne que je n'ai pas envie de citer, mais que je vais quand même citer parce que la citation est jolie, Pierre Berger, qui a dit un jour Dior avait le génie et l'équilibre, mais aussi le besoin de s'effacer. Derrière la façade, il restait pudique. Au-delà de sa personnalité, pour revenir un petit peu sur la mode, je fais un bond. Dior, au-delà du new look, il a fait d'autres trucs. Hein. Il a beaucoup innové dans la diversité de ses lignes. Mm. Après le new look, il propose la ligne zigzag, Ouais. la ligne tulipe, t'en parlais, la ligne H, puis la ligne A. À chaque collection, il jouait sur les volumes, sur la Ouais. géométrie. Il avait toujours ce truc de vouloir surprendre la presse et le public. Et ça, c'est très lié justement à son désir d'être architecte quand il était enfant. Il développe aussi le concept des licences qui permettent à des fabricants étrangers de produire des accessoires, des bas, des gants, des sacs. Stratégie qui est très critiquée. Très très Ah, critiqué. très critiqué Très à très l'époque. critiqué. Ah, petite anecdote, c'est le premier couturier à faire la une du Time Magazine en 1957. Juste avant sa mort. Ben, je pense que c'est au moment de sa mort. Puisqu'on y arrive. Ouais. Le 24 octobre 1957, soudainement, il meurt à Meurt. 52 ans d'une crise cardiaque en Italie. En vacances à Montecatini Terme. Voilà, exactement. Après, les circonstances de sa mort aujourd'hui restent assez floues. Ouais, c'est quand Moi, même très j'ai fou. lu des trucs. Certains parlent d'une crise cardiaque, comme tu disais. D'autres parlent d'un étouffement accidentel. En tout cas, c'est une disparition qui est extrêmement brutale Ouais. dans la mode. Il meurt assez jeune, quoi. Jeune, surtout du point de vue de sa carrière. Du coup, la maison, bah forcément, il faut qu'elle prenne des directives. Il faut savoir que Dior avait quelqu'un dans le viseur hein, pour nommer Yves Saint Laurent. Puisqu'il à l'âge l'avait de- formé. Exactement. Et du coup, Yves Saint Laurent le succède à l'âge de 21 21 ans. On a la maison Dior, symbole d'élégance, de raffinement, d'innovation. Innovation. 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 Est-ce que tu peux faire un gros... Innovation, Innovation. I2NOVATION. avec une explosion Et donc Dior reste une référence absolue dans la mode. Je suppose que vous, derrière vos écrans, vous devez quand même au moins avoir entendu parler une fois de la maison Dior. C'est une maison qui inspirait, fascinait, inspiré. qui incarnait l'élégance. Bah, son œuvre, c'est véritablement un hommage Oui. à ceux qui ont souffert et C'est ça. résisté. Et c'est une célébration de la vie et de la Mhm. beauté retrouvée. C'est une marque qui véritablement s'est jouée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que c'est très important de donc comprendre l'histoire et les codes, parce que ça peut pas être une marque qui ne dit plus rien. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une marque qui, dès son origine, disait des choses, faisait des choses. Et le fait qu'aujourd'hui, ce soit une marque qui est silencieuse, qui ne dit rien, qui ne fait rien, ça pose problème. Exactement. Puisque c'est une rupture avec les valeurs, et sans De doute Dior, ouais. une des valeurs primaires de la maison et du personnage. Et c'est pour ça qu'on voulait parler de Christian Dior aujourd'hui. C'est pour montrer son engagement, c'est pour montrer sa présence, qui Quand a même été risqué sa vie dilapidée, bien évidemment. pour la mode, pour créer et pour rendre hommage, quoi. Il a risqué littéralement sa vie. Et aujourd'hui, Donner bah, cet c'est un héritage peu, et en bafoué. Voilà. En tout cas, très important l'engagement de Dior. Je propose de s'arrêter par là. Bah. Je vais m'arrêter sur une petite anecdote car vous savez que j'adore les anecdotes. Mais chez la maison Dior, il y a un lieu extrêmement secret que Lias a pu visiter. Et il aurait dû m'y emmener. Lias, si tu regardes cette vidéo, c'est le lieu ultra confidentiel appelé Dior Héritage, où sont conservées toutes les pièces d'archives, les prototypes, les croquis, les pièces historiques de la maison. Et c'est accessible qu'à une poignée de personnes triées sur le volet. Et même certains employés jamais eu accès. Voilà, en tout cas, Dior, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à nous inviter. On serait ravis de voir tout ça. Vous nous verrez comme des folles, passer des heures à regarder toutes les créations. Alors, on n'est pas obligé d'avoir les créations de après John Galliano, pas les Oui. plus intéressantes. Mais en tout cas, toutes les créations John Galliano et avant, on veut bien y avoir accès, regarder, tout ça. Promis, on touche pas, on touche qu'avec les yeux. Ouais. Mais, Après, si vous voulez nous les faire enfiler quand même. Y a Voilà, pas de si vous voulez souci. nous les faire porter, il n'y a On touche aucun pas, problème. Mais voilà, on serait très ravis de pouvoir visiter cet endroit de haute sécurité, au lieu protégé de la mode. Tout ça pour dire, pour conclure cet épisode,
qu'on a un petit peu perdu les origines et De l'histoire de Dior, ouais. Christian Dior dans cette maison. Parce qu'on lui disait les Mm. fleurs, la résistance, tout ça, l'histoire. Bah, d'ailleurs, pour faire peut-être un petit parallèle vite fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent Dominique Vassali, je pense que ça, on en a bien parlé. Pourtant, quand on regarde ce qu'il fait encore Mm. aujourd'hui et qu'on transpose avec ce que Cristobal faisait à l'époque, avec toute la conscientisation du truc, machin, etc., bah, en fait, au final, on n'a pas vraiment perdu l'héritage. Ouais. Alors que là, si tu prends les dernières collections Dior et que tu les Mm. superposes, Bah, il y a le pseudo-engagement féministe de Maria Grazia Curie. J'ai bien dit pseudo, parce que je vais... c'est un engagement féministe pour et par des femmes blanches aisées, privilégiées. Donc bon, Bon, voilà. beaucoup de choses à revoir en tout cas pour Dior. N'hésitez pas à vous pencher sur notre vidéo. Je m'adresse directement à LVMH. N'hésitez pas à regarder cette vidéo LVMH. Peut-être que vous en avez besoin. Donc peut-être que vous devriez faire des gâteaux yaourt Mhm. au lieu de vouloir nous faire des Saint-Honoré, mais sans maîtriser aucune des techniques du Saint-Honoré. Exactement. En tout cas, nous, on a fini là pour Dior. Ouais. On espère avoir tout dit. Bah, je pense pas, mais... Mais je pense qu'on a dit les trucs les plus importants. ouais. Dites-nous si vous avez Bah, aimé, dites-nous si vous si avez vous des avez appris des anecdotes, si trucs, vous avez si vous des avez des trucs, anecdotes à nous révéler. N'hésitez pas à faire les YouTubades comme d'habitude. likez, commentez, On partagez, like, tout on ça. commente, on partage. Et puis, bah, on se retrouve pour un autre épisode, quoi. Bah ouais, pour un Voilà. futur épisode, hein. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt!